Bienvenue à tout le monde à ce prochain panel du Forum sur les navettes autonomes qui a débuté hier. Bienvenue à tous ceux qui sont inscrits et à nos trois panélistes que je vais présenter sous peu. Hier, pour ceux qui ont assisté aux différents panels, là, vous avez eu la chance d'entendre parler beaucoup des projets qui ont déjà eu lieu au Québec, principalement en 2018 et 2019, d'entendre à la fois des élus, mais aussi des représentants des opérateurs. Vous avez pu assister sûrement au panel sur la réglementation actuellement en vigueur au Québec là, qui vient encadrer ces nouveaux projets pilotes qui se passent avec des véhicules, des navettes autonomes. Et puis, il y a eu des échanges sur la question de l'acceptabilité sociale, là, à savoir à quel point est-ce que les citoyens sont prêts ou pas, à l'aise ou non, d'utiliser des véhicules comme les navettes autonomes. Aujourd'hui, on fait un peu une transition dans les sujets abordés, puis on va peut-être, pour l'instant du moins, là, parler beaucoup plus de la transition. Donc, cette transition que nos villes, nos municipalités doivent entamer pour permettre à ce que plus de navettes autonomes circulent sur nos routes. C'est un panel là on a trois panélistes avec nous qui ont quand même des expériences assez complémentaires et qui ont des expériences aussi très concrètes. Donc, je pense qu'on aura des échanges très intéressants. Donc, je vais les présenter très brièvement. En premier, nous avons Primaël, qui travaille au LIUM, donc le Laboratoire d'innovation urbaine de la Ville de Montréal, en tant que conseiller en innovation et en projet pilote. Donc, Primaël a été très impliqué dans différents projets là, en lien avec les navettes autonomes, là, autant au niveau d'études, de stratégie, de mise en place de projets. Nicolas Saunier, qui est professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal, au département de génie civil, géologique et des mines. Entre autres, qui a plusieurs recherches et travaux à son actif en lien avec la sécurité routière, les navettes autonomes. Donc, lui aussi, son expérience va être très pertinente aujourd'hui pour la discussion. Et enfin, Benjamin Docquier, qui est chercheur associé au projet de navettes autonomes du quartier de l'innovation et candidat à la maîtrise en études urbaines. Donc, pour faire bref, Benjamin a été très impliqué dans le projet de navette autonome du quartier de l'innovation, dont vous avez sûrement déjà entendu parler et dont Benjamin va pouvoir nous parler beaucoup plus sous peu. Si vous avez des questions durant le panel, n'hésitez pas. Vous avez en bas de votre écran un bouton Q&R ou Q&A en anglais pour questions et réponses. Vous pouvez les poser par écrit. Puis, au courant du panel, là, on va tenter le mieux d'y répondre. Là. Ça dépend du nombre qu'il y a évidemment, mais on essaie à chaque fois là, de répondre à l'entièreté des questions. Donc, sur ça, nous allons pouvoir débuter, si vous me donnez juste un petit instant. Donc, je vais peut-être laisser les trois panélistes là, se présenter un peu plus par eux-mêmes. Et puis, pour mettre la table, si je peux dire ça comme ça, nous présenter un peu de façon très générale là, la vision qu'ils ont d'une transition. Donc, je rappelle cette transition qu'on peut prévoir et planifier pour que les villes, les municipalités se préparent à l'arrivée de navettes autonomes sur nos routes et voire même aide à ce qu'il y en ait plus. Peut-être juste pour finir, là, moi, je vais me présenter très brièvement. Je travaille en tant que chargé de projet chez Propulsion Québec. Et donc, entre autres, l'un des projets qui était sous ma charge, c'était l'organisation de ce forum. Primaël, veux-tu bien ouvrir le bal? Avec plaisir, Romain. Merci beaucoup. Merci à mes panélistes ou à mes camarades panélistes d'être présents également. Je suis heureux de voir qu'on va avoir des bonnes discussions et merci à vous tous d'assister et je l'espère de participer à ces débats fort intéressants. Alors, j'ai le grand plaisir et j'irais même le privilège d'ouvrir la discussion sur la question de la transition. Je pense que nous vivons tous un moment très intéressant dans l'histoire de la mobilité où nous assistons à une révolution qui était un peu ce qu'était l'Internet il y a quelques années, à savoir une révolution dans le monde, dans la façon dont on conçoit, dont on vit, dont on planifie et dont on fabrique les outils de transport de demain. La mobilité autonome, ça représente justement cette révolution-là. Et donc, lorsqu'on parle de transition, il s'agit en fait de réfléchir à ce que nous vivons en ce moment, donc cette période où on passe d'une technologie de mobilité qui était 100% pilotée par l'humain à une technologie de la mobilité qui est de plus en plus déléguée à la machine et à l'intelligence artificielle. Alors, de mon côté, de mon point de vue, ce que j'entends par la transition, c'est cette période de développement progressif de la technologie des véhicules autonomes et d'exposition de cette technologie-là au public. Donc, c'est une période au cours de laquelle ces véhicules vont évoluer et nous allons les voir évoluer. Nous allons évoluer nous-mêmes au niveau de nos perceptions, de nos connaissances et de notre manière d'appréhender la mobilité. Cette transition peut se caractériser, selon moi, par trois aspects. Le premier étant le raffinement des technologies embarquées, donc matériel et logiciel. On voit de plus en plus de véhicules arriver avec des bonifications et des améliorations au niveau de leurs composantes physiques ou informatiques, permettant justement de déléguer davantage de contrôle à la machine.
La deuxième caractéristique serait la médiatisation de ces nouvelles formes de mobilité. Donc, on les voit de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Ce qui était un fantasme il y a 25 ans est aujourd'hui quelque chose de mieux en mieux connu, à la fois par les utilisateurs, par les consommateurs, par les citoyens. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît davantage. Et enfin, ce que j'appelle la coexistence véhiculaire. Donc, c'est en fait cette situation que nous vivons aujourd'hui, que nous allons vivre dans les prochaines années, où vous avez plusieurs types de véhicules qui vont coexister ensemble sur l'espace public avec des niveaux d'autonomie différents. Donc, il va falloir naviguer à travers cette espèce de coexistence-là jusqu'à ce que la transition et l'insertion dans la vie de tous les jours de ces véhicules autonomes se fassent de façon complète, si je puis dire. Au niveau de la ville de Montréal, nous avons amorcé des réflexions liées justement à préparer cette transition-là. Et donc, on est en train de mettre en place plusieurs chantiers qui vont viser à adapter la ville et donc à couvrir différents sujets pour être sûr qu'au fur et à mesure que cette transition s'effectue, la ville ne reste pas en arrière et est en mesure d'accompagner cette transition de façon fluide. Donc, on parle de différents chantiers tels que anticiper les scénarios et cas d'usage des véhicules autonomes, se préparer de façon spatiale et infrastructurelle, bâtir un plan d'accès aux données, bâtir un plan également de gouvernance et également réfléchir à l'impact éthique et environnemental de ces véhicules-là. Donc, de notre côté, voici un peu l'entrée en matière que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Écoute, merci Primaël. Nicolas, je t'inviterais toi aussi là, à faire un peu une entrée en matière de ton côté, puis ça nous permettrait mieux de comprendre là, quel est ton background là, aussi en lien avec les navettes autonomes. Bonjour à tous, merci Romain et merci aussi aux autres panélistes de participer. Oui, donc moi, effectivement, d'où je viens dans tout cela, mon premier intérêt et les études que je fais pour le plus généralement là, sont autour du thème de la sécurité routière. Donc, je viens un petit peu je pars souvent de ce sujet-là, de ce problème-là, donc qui est donc lié à la circulation routière. Et en voyant justement dans quelle mesure l'automatisation des véhicules s'est inscrit et en fait, c'est l'une des motivations principales, c'est l'ambition, l'opportunité de réduire, voire faire disparaître les accidents de la route un jour, on l'espère aussitôt que possible. Donc, je viens de ce côté-là et justement, donc, on s'est intéressé, par exemple, donc je regarde le sujet depuis très longtemps et dans cette transition qui commence sous nos yeux avec le déploiement de ces navettes, on a eu la chance, donc, dans un projet dans lequel je suis impliqué, donc, qui est le projet dont a parlé déjà en fait Marie-Soleil Cloutier hier dans le 3e panel. Donc, on a eu la chance de s'intéresser aux 2 projets pilotes de l'année dernière, à Montréal et à Candiac. Nous, donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, très concrètement, on pourra peut-être revenir plus en détail, mais on a enregistré plusieurs dizaines d'heures de vidéos pour faire des analyses de la façon dont ces navettes et les autres usagers, justement, interagissent les uns avec les autres. Et on a comparé comment la navette interagissait avec les autres véhicules et comment ça se compare à des véhicules normaux, actuellement encore, là, qui sont conduits par des humains. Comment ces humains, eux aussi, quand ils suivent la même trajectoire, ils ont le même mouvement que la navette, comment ça se comparait? Et ce qu'on a vu, on est en train de finaliser les conclusions. Là, je parlais encore avec mon étudiant que je nommais, là, Étienne Beauchamp, à Polytechnique, qui fait un excellent travail sur ce projet. Eh bien, on voit que ces indicateurs nous disent que ces navettes sont plus sécuritaires. C'est-à-dire qu'on n'a évidemment pas observé d'accident, mais elles sont, en termes de proximité spatiale et temporelle, elles sont plus éloignées des autres usagers comparées à des conducteurs humains, et leurs vitesses sont plus faibles. Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'il y a moins de probabilité d'accident, et s'il y a un accident, les vitesses sont plus basses, donc les accidents seraient moins graves. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, ça ne nous dit pas, si on pense encore une fois à la transition, à l'automatisation, à d'autres types de véhicules, si ces autres véhicules seront aussi sécuritaires. Et il y a des tests sur route qui se font ailleurs. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors évidemment, ces questions technologiques, elles restent encore là. On voit qu'on en a parlé aussi à plusieurs reprises, que ces navettes sont quand même assez simples, on va le dire de cette façon-là. Elles ont un comportement assez simplifié. Les capteurs sont assez simples. Il y a d'autres véhicules automatisés là, qui sont en test aussi, qui ont l'air beaucoup plus avancés et beaucoup plus
peut-être un peu plus efficaces, même s'ils ne sont pas encore autorisés partout. Donc, les questions de la transition, je pense, elles ne sont pas tant, à mon avis, j'ai parlé plusieurs reprises là-dessus, je suis assez optimiste sur la technologie, elles ne sont pas tant donc de cet ordre technologique. Je pense que c'est à la fois les navettes avec leurs limites et c'est les autres véhicules qui sont en développement. Les technologies que vous avez déjà de série sur certains véhicules, le régulateur de vitesse intelligent, les fonctions de maintien dans la voie, toutes ces fonctions-là fonctionnent bien. La question, évidemment, ça va être plus celle de, comme le soulevait aussi déjà Primaël, ça va être celle de l'intégration dans nos villes, l'intégration dans le trafic et l'intégration dans nos systèmes de transport. Il y a la question donc qu'on peut aborder un petit peu déjà avec les études qu'on a faites, mais la question plus large de comment interagir en général avec tous les types d'usagers. On a mentionné en particulier les piétons, les cyclistes qui ont des comportements peut-être moins prédictibles que les véhicules et qui, pour autant, on a la promesse que ces véhicules soient très sécuritaires, respectent la priorité, respectent la sécurité de ces usagers. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment ça va fonctionner entre des véhicules qui sont des niveaux d'automatisation différents? Donc, cette hétérogénéité, c'est quelque chose qui peut-être me fait un petit peu plus peur encore. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire? À la fin, ces véhicules-là, ce n'est pas une nouvelle bébelle, entre guillemets, là, un gadget qu'on rajouterait parce que c'est à la mode. Oui, on fait, c'est à la mode, mais l'objectif final, c'est bien de servir la population, de servir les citoyens au mieux. Et donc, la question, c'est quelle est la bonne place de ces véhicules sur nos routes? Et là, est-ce que, évidemment, les navettes, c'est des véhicules à basse vitesse? Donc, souvent, on peut les comparer peut-être à l'image un peu d'un ascenseur horizontal, là, quelque chose qui aide à la mobilité sur des courtes distances. On a parlé du premier et dernier kilomètre. Il faut avoir cette réflexion maintenant. Je pense qu'on l'a. L'événement aujourd'hui est important pour cela, pour arriver à planifier justement donc, cette transition. Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Ça met bien la table aussi. Et enfin, Benjamin, le dernier, mais non le moindre, on le sait bien, là, je t'inviterai à un peu prendre la parole dans la même optique parce que là, on le sait, le quartier d'innovation, pour tous les gens qui suivent l'actualité en lien avec les navettes autonomes, forcément, c'est un organisme qu'on suit attentivement. Donc, je te laisserai toi aussi faire un peu une introduction comme les deux autres. Merci. Bonjour à tous. Merci aux panélistes d'avoir participé. Donc, moi, je suis chercheur associé au projet de navette autonome au quartier d'innovation dans le cadre d'un cofinancement avec l'organisme ITAC sous la direction du professeur Hugo Lachapelle, qui est directeur au sein de la chaire Institut Stratégie Intégrée Transport Urbanisme. Je suis spécialisé dans les domaines de la mobilité et de la sécurité alimentaire et j'ai été mandaté par le quartier d'innovation afin de mener 2 recherches scientifiques. Et celle-ci avait pour objectif de définir puis de valider auprès de la population un parcours de navette autonome à impact social positif au sein du quartier de la Petite Bourgogne. Suite à une étude des enjeux socio-économiques du territoire d'expérimentation du quartier d'innovation, l'enjeu de l'accès à l'alimentation m'a été soulevé. Plus précisément, dans le quartier de la Petite Bourgogne, il y a une grande partie du territoire qui est en situation de désert alimentaire. Un désert alimentaire peut entraîner un déficit d'accessibilité à des denrées avec des conséquences potentiellement importantes sur la santé psychologique et physique des populations concernées qui pâtissent d'un accès difficile à des aliments sains, de qualité, abordables en quantité suffisante. Et donc, la résolution de ce problème est en partie conditionnée par une meilleure accessibilité à ces ressources. Donc, le parcours de la navette autonome a pour objectif d'améliorer cette accessibilité au centre d'achat alimentaire, mais aussi de rejoindre des organismes communautaires et l'offre culturelle du quartier de la Petite Bourgogne, car s'alimenter n'est pas seulement acheter des denrées alimentaires. C'est également avoir accès à toutes les formes de soutien, des organismes communautaires et des centres culturels, par exemple. Aussi, le quartier de l'innovation souhaite mettre à profit les phases de tests technologiques des navettes autonomes pour offrir un moyen de mobilité inclusif et une alternative écologique et responsable pour permettre à la population d'un quartier de se divertir et de se nourrir. Nous pensons que la transition vers une mobilité faisant place aux navettes autonomes doit s'ancrer dans les enjeux socio-spatiaux spécifiques à chaque territoire et que la technologie doit être au service de l'humain et que les phases de prototypage technologique des navettes autonomes doivent intégrer dès les phases d'idéation d'objectifs tangibles pour la population afin que les tests soient fructueux et pertinents pour l'ensemble de la communauté.
Bon, parfait. Bien, écoute, merci beaucoup, Benjamin. Merci à Primaël et Nicolas aussi. Donc là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, on va aborder plusieurs thèmes au courant du panel. Le premier qu'on avait prévu pour vous, là, c'est vraiment la question des infrastructures. Donc, ces infrastructures qui sont nécessaires pour que les navettes autonomes puissent circuler. Un sujet connu, mais des fois, quand même, on peut rester surpris là, quand on voit à quel point ça peut être d'une grande ampleur. Donc, en fait, ma question pour les panélistes là, en ce moment sur ce thème-là, c'est qu'est-ce qu'on doit prévoir en termes d'infrastructure pour permettre à ce que plus de navettes se déposent sur nos routes? Primaël, quand même, c'est assez ton dada, si je peux dire. Là. Je pense que tu maîtrises très, très bien le sujet. Je te laisserai commencer là-dessus. Là. Très bien. Alors oui, effectivement, c'est un sujet que je connais bien car j'ai travaillé sur plusieurs projets de déploiement de ces types de véhicules-là. Et puis, comme vous le savez, peut-être, ces véhicules-là, évidemment, sont des véhicules qui ont des besoins particuliers parce qu'ils sont équipés de matériaux et de capteurs qui ne sont pas forcément standards non plus. Et donc, pour des véhicules non standards, des véhicules innovants et des véhicules équipés de enhancers, d'éléments amélioratifs matériels ou informatiques, ça prend des infrastructures capables justement de supporter ces outils-là. Donc, lorsqu'on parle d'infrastructures relatives à la mobilité autonome, il s'agit des moyens, des équipements et des outils publics qui sont nécessaires au bon fonctionnement des navettes autonomes et des véhicules autonomes plus larges sur l'espace public. Donc, ça peut se manifester par des choses comme du mobilier connecté, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on a déployé des navettes autonomes sur l'espace public, ces véhicules ont dû respecter évidemment la signalisation routière, notamment aux intersections, donc la connectivité aux feux de signalisation, par exemple. Ça prend des feux connectés pour ça et d'autres types de connecteurs et de capteurs à intégrer sur l'espace urbain. Donc, c'est ce genre de matériel-là dont il est question. Ces véhicules sont également, jusqu'à présent, à notre connaissance, alimentés par de l'énergie électrique. Donc, ça prend également des bornes de recharge, à la fois pour les navettes qu'on a utilisées, mais également pour les autres véhicules électriques intelligents qu'on connaît sur le marché aujourd'hui. Donc, si on s'attend à les voir se populariser, ben, il va falloir prévoir justement les infrastructures de recharge énergétique en quantité appropriée. Également, au niveau du marquage et de la signalisation, il va falloir travailler car, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon préambule, ce n'est pas forcément tout le monde qui est au courant et qui est au fait de ces véhicules-là. Tout le monde ne connaît pas ces outils de mobilité-là. Et donc, il va falloir éduquer les gens, il va falloir faire de la pédagogie. Et ça commence par quoi? Parce qu'on trouve à la fin de chaque bon dictionnaire, à savoir la liste des outils signalétiques et informatifs qu'on apprend à connaître depuis qu'on est tout petit. Et bien, il va falloir savoir les adapter à ces nouveaux types de véhicules-là pour lesquels aujourd'hui le marquage et la signalisation n'est peut-être pas encore tout à fait défini. Donc ça, il va falloir y penser aussi. Enfin, et non le moindre, ça prendrait également de bonnes infrastructures routières pour pouvoir adapter ces véhicules-là et éviter qu'elles aient du mal à circuler purement et simplement sur l'asphalte ou sur le béton. On s'est retrouvé face à des cas où on avait des navettes autonomes qui avaient de la difficulté à aborder ou à appréhender le territoire sur lequel elles étaient déployées. Pourquoi? Parce qu'à cause des conditions météo-climatiques, il y avait soit de la glace, soit de la neige, soit de l'asphalte abîmé. Et donc, c'est le genre de choses qui a un impact sur l'aptitude des capteurs à bien reconnaître leur environnement. Donc, c'est ce genre d'infrastructure-là auquel il faut penser. Dans les cas expérimentaux, évidemment, la ville a eu à mettre la main à la pâte et donc à travailler son environnement de façon à le rendre apte à accueillir ces navettes-là. Je tiens à dire qu'il est important de concevoir que ce n'est pas forcément à la ville de s'adapter aux navettes et aux véhicules autonomes, mais c'est plutôt ces outils qu'on aimerait voir s'adapter à l'environnement où ils devront intervenir. Tous les constructeurs aujourd'hui qui livrent des véhicules pour les biens publics, que ce soit les fournisseurs d'autobus urbains de ce monde ou bien même les constructeurs de véhicules de promenade pour des particuliers, livrent des véhicules aptes à fonctionner dans l'environnement dans lequel ils sont supposés être utilisés. Et c'est un peu le même genre de choses auxquelles on s'attend de la part des constructeurs de navettes autonomes et de véhicules autonomes en général. Au niveau des infrastructures, voici à peu près la façon dont on perçoit les choses. Parfait. Merci beaucoup, Primaël. Je pense que le dernier point que tu as soulevé, là, ça en reste important. À quel point est-ce que les navettes doivent être capables de circuler plus ou moins sans infrastructure supplémentaire. Et Nicolas, là, je sais que tu as plusieurs opinions à partager sur ce sujet plus précis. Là.
Oui, effectivement, parce que si on pense à la transition, je vois bien effectivement qu'actuellement, on est, je dirais encore une fois, peut-être les navettes autonomes sont un peu des véhicules de première génération quelque part. Euh, Encore une fois, ont un certain nombre de limites, en particulier donc, dans la capacité à percevoir leur environnement. Et donc, pour remédier à cela, pour qu'elles fonctionnent sur nos routes, on a besoin de faire des modifications. On en a entendu parler, là, les feux de circulation, ajouter des éléments de localisation, etc., qui sont nécessaires pour leur fonctionnement. Ça reste pour moi que, encore une fois, dans la transition, eh bien, l'objectif pour moi devrait vraiment être ce sur quoi en fait Primel a conclu, c'est-à-dire que ces véhicules devraient s'adapter. C'est pas et je pense qu'en fait, encore une fois, les autres approches, on va dire, d'une façon générale, en fait, l'approche ou la philosophie de ces véhicules a été l'aspect autonome est toujours, on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence. Moi, je préfère parler d'automatisation, mais l'aspect autonome, justement, lui, il a l'idée que le véhicule, il n'a pas besoin d'autres ressources pour fonctionner justement sur nos routes actuelles. Donc, je pense que ça reste un objectif souhaitable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas non plus tirer parti de certaines améliorations, de certaines caractéristiques de ces véhicules, sinon pour bonifier, pour améliorer la ville. Mais dans un premier temps, eh bien, pour des raisons aussi assez concrètes, on ne peut pas s'attendre à modifier toutes nos infrastructures routières pour permettre à ces véhicules de se déplacer. Donc, ça reste, à mon avis, important de garder en vue que pour être déployés largement, en fait, ces véhicules vont devoir s'adapter à notre environnement. Par contre, on peut retourner aussi un petit peu en termes d'adaptation de ces véhicules. Quand on parle, une des questions qui revient souvent, c'est sur les aspects en fait, de la communication de la route vers le véhicule, donc tout ce qui est signalisation, comme l'a mentionné Primel. Évidemment, donc, qui est plus ou moins adapté, on vient de le voir pour les véhicules. Les véhicules ont du mal parfois à lire des panneaux, à lire du marquage. On sait que le marquage n'est pas toujours très lisible au sol, par exemple. À l'inverse, les véhicules eux-mêmes aussi vont devoir communiquer de façon standardisée. Il est important, et puis on le voit même dans nos rues actuellement, un carrefour, le nombre de personnes qui n'indiquent pas, des conducteurs par exemple qui n'indiquent pas quand ils tournent, eh bien, c'est un problème de sécurité, c'est un problème d'efficacité du carrefour parce qu'on ne peut pas s'engager. Le véhicule autonome, c'est la même chose, à plus forte raison que vous n'avez pas non plus l'information qui est du regard du conducteur, de se regarder, en particulier je suis un piéton ou même un autre conducteur, le même scénario, on arrive à un carrefour avec des feux, avec des arrêts plutôt, et on essaie de déterminer à qui c'est le tour. Ben, on va se regarder, on va jauger, etc. Évidemment, ça n'existe pas dans un véhicule sans conducteur. Et donc, il est une des suites logiques quand on réfléchit à ces problématiques-là, c'est que ces véhicules vont devoir développer un langage, une façon de communiquer leurs intentions aux autres usagers, de façon de les sécuriser et encore une fois, de se déplacer de façon efficace. Et comme il y a des normes internationales, on suit à peu près les mêmes types de panneaux, et bien là aussi, il va falloir que ça se standardise entre les constructeurs. Il ne faudrait pas que la lumière verte veut dire « allez, vas-y, passe », et puis que ça veut dire autre chose pour une autre marque de véhicule. Il va falloir évidemment que tout cela soit fonctionnel. Et encore une fois, pour revenir sur l'idée de ne pas modifier l'environnement ou en fait s'adapter au comportement des citoyens, on ne peut pas non plus compter, c'est ma croyance très profonde, à ce que tout le monde se balade avec un nouvel appareil pour être capable de communiquer et être détecté par un véhicule. C'est à mon avis inacceptable. Ces véhicules doivent s'adapter aux personnes, qu'elles aient ou pas un cellulaire ou autre appareil. Et donc, encore une fois, elles vont devoir, d'une part, les détecter et communiquer clairement avec l'ensemble, avec tous les autres usagers de la route. Merci beaucoup, Nicolas. Puis je pense que ça cadre très bien. Au final, si la question aujourd'hui, c'est quelles sont les étapes vers une transition, la question de l'évolution technologique des navettes, là, elle est super pertinente. D'ailleurs, la prochaine conférence de Denis Gingras va aborder un peu ce sujet. Avant qu'on passe au prochain sujet, là, Benjamin, j'aimerais t'entendre du moins, est-ce que tu verrais peut-être d'autres infrastructures majeures que Primaël ou Nicolas n'ont pas mentionnées encore? Déjà, je voudrais reprendre les propos qui ont été avancés, qui étaient vraiment très bons, sur le fait qu'il y a une recherche qui doit être menée sur les canaux communicationnels, dont la signalétique autour, dans et sur les navettes, afin de permettre de retenir, de normaliser les meilleurs moyens de communiquer et les symboles qui seraient les plus adaptés en fait, à l'intégration des navettes.
Aussi, il y a d'autres enjeux que je voudrais soulever très rapidement, les enjeux de stockage de la navette, quand la navette ne roule pas. Il y a des enjeux pour stocker cette navette de manière sécuritaire, à proximité du parcours, avec une recharge, etc. Ces infrastructures-là doivent être pensées dès le début où on pense le parcours, parce que c'est un enjeu qui est assez important. Puis il y a également les enjeux de qualité de chaussée à Montréal sur le long terme. Quand on parle de mettre des navettes sur le long terme à Montréal, c'est un enjeu qui est assez majeur. Également, les enjeux de partage de données ou de cybersécurité sont à prendre en compte dans la protection des infrastructures. Merci beaucoup, Benjamin. Puis je pense que ça se voit tout de suite, là, la recharge, le stationnement, forcément, c'est des enjeux qu'au quartier de l'innovation, vous avez rencontrés, que peut-être à Candiac, pour nommer un exemple, où il y a plus d'espace, là, c'est moins présent. Sur un prochain sujet, puis Nicolas, là, je vais vraiment t'appeler à intervenir en premier, vu ton expérience là-dessus. Tu en as déjà beaucoup parlé sur le sujet des infrastructures, puis hier, dans le panel sur l'acceptabilité sociale, la question de la sécurité des navettes autonomes, c'était un point central. Maintenant, même si elles sont perçues comme étant sécuritaires, que les études montrent, oui, qu'elles peuvent être plus prudentes que le comportement humain en conduisant une voiture, qu'est-ce qui pourrait rester à faire là, en termes de développement par rapport à la sécurité des navettes? Donc, plus particulièrement, le sujet, ce serait, oui, la sécurité des navettes, mais l'intégration dans le trafic avec les autres véhicules ou les piétons. Donc, voilà, Nicolas, j'aimerais bien pouvoir t'entendre là-dessus là, pour compléter un peu ce qu'on a déjà dit tantôt. Oui, effectivement, de toute façon, de reprendre effectivement, mais de toute façon peut-être plus courte, mais effectivement, la question de la sécurité est importante. De façon très simple, surtout si on a actuellement, on a une navette. Donc, parfois, elle a croisé une autre navette, je pense à Montréal, on avait deux, mais ça reste une situation, on va dire, assez similaire au trafic puisqu'on n'a plus de navette là, qui roule en ce moment sur nos routes. Donc, la navette, quelque part, dans ce scénario-là, toute seule, si ça se passe bien, et ce qu'on voit pour l'instant, c'est que ça se passe bien, c'est sécuritaire, c'est un meilleur conducteur. Donc, ça, c'est quelque part la situation la plus facile. La difficulté sur laquelle je pense qu'il va falloir effectivement faire plus d'études, des études dans cette transition, on va avoir plus de véhicules. Et même en fait actuellement, quand on a des véhicules qui ont encore une fois certaines fonctionnalités avancées, on peut penser au Tesla et à d'autres véhicules sur le marché. Donc on a tous ces véhicules qui ont des capacités modifiées, on va dire, donc qui ajoutent à l'hétérogénéité déjà de capacité de nos usagers actuels, des conducteurs non plus, ne sont pas tous les mêmes capacités de conduite. Est-ce que ça va augmenter en fait l'imprédictibilité en fait du trafic et donc il y a vraiment une nécessité et une difficulté, et justement cette imprédictibilité fait qu'on peut difficilement anticiper quelle va être la situation de transition justement avec différents niveaux d'introduction de tous ces véhicules dans la circulation. Donc je pense qu'il sera, en tant que chercheur, peut-être qu'heureux de cela, on a besoin de plus de recherche, on a besoin vraiment de faire un suivi de comment, comment ces interactions vont évoluer dans le temps. Il ne faut pas oublier non plus qu'on parle de vraiment, on dit souvent là, on a eu le 20e siècle était le siècle de l'automobile, le 21e est encore pour l'instant dominé par l'automobile sur nos routes. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Donc, on va pouvoir prendre différents chemins et dans cette transition, on va voir quels seront les chemins qui sont suivis. Je suis persuadé que différentes villes et différents pays vont choisir différents chemins. C'est à nous de nous approprier encore une fois ces technologies pour choisir le chemin qu'on veut et probablement donner plus de place à des moyens de mobilité plus durables. Donc, il faut aussi à la fois planifier tout en étant prêt aussi à ce que dans 10, 20 ou 30 ans, lorsqu'on aura un pourcentage plus important de véhicules avec des fonctionnalités plus avancées, on va avoir des modifications de comportement et des réponses à ces modifications. Donc, vous imaginez des effets d'ordre supérieur qui sont très difficiles à anticiper, donc être capable aussi de s'adapter, mais aussi de saisir les opportunités de ces évolutions. Merci beaucoup. Primaël ou Benjamin, est-ce qu'un des deux, là, rapidement, vous voulez rebondir, ajouter là-dessus? On peut y aller avec Benjamin en premier. Oui, je voulais apporter l'idée qu'au-delà de la dimension éducative, technologique des enjeux sécuritaires, il serait important de réfléchir à comment établir une interaction entre l'homme et la machine qui limite l'injonction à incorporer de nouvelles normes comportementales dans l'espace public.
qui serait potentiellement une source de résistance au changement ou d'exclusion sociale, etc., comme on a pu le voir par exemple avec les smartphones. Pour moi, les navettes autonomes devraient s'adapter au contexte socio-urbain dans lequel elles sont implantées et à englober une idée d'inclusivité, puis de limiter au maximum l'impact qu'elle va avoir sur les populations. Primaël? Alors, je rejoins beaucoup Nicolas, mais je pense que je le rejoins sur la question et sur la prémisse de la sécurité que les navettes autonomes vont apporter. C'est la promesse de sécurité qui fait en sorte qu'on s'intéresse à ces outils de mobilité-là. Mais je pense qu'au-delà de l'outil en lui-même, là où beaucoup de choses vont se jouer, c'est au niveau de l'humain, de l'acceptabilité, de l'éducation et également, je dirais, de la confiance qu'on accordera à ces véhicules-là. Je pense que si nous, en tant que communauté d'experts, on décide de s'investir dans ces véhicules-là, c'est parce qu'on y voit les attraits positifs. Et je pense que ce qui est important également, c'est de participer à l'éducation du grand public justement sur le potentiel positif que ces véhicules-là peuvent amener. Parce que si évidemment nous sommes convaincus, mais que autour de nous, hors de notre bulle, tout le monde n'est pas forcément aussi informé, aussi conscient et aussi éveillé et conscientisé aux opportunités qu'on peut avoir, on aura beau leur proposer autant de navettes ou de véhicules autonomes qu'on veut, personne ne voudra réellement lâcher son volant. Tandis que si on est en mesure effectivement de militer en faveur de la réduction des incidents par justement la délégation de la conduite à ces outils de mobilité peut-être plus conservateurs et plus respectueux des lois, des normes que nous, je pense que là on tient quelque chose. Dans mon expérience personnelle, beaucoup de gens autour de moi savent ce que je fais dans la vie et même s'ils sont auto-convaincus à 100%, et je ne peux pas les blâmer, ils ont le plaisir de conduire, ça leur appartient. Mais moi, le seul point que je leur amène, c'est regarder autour de vous, regardez comment les gens conduisent autour de vous et regardez dans la vie de tous les jours sur la route, combien de gens respectent scrupuleusement les lois qu'on a mises en place pour leur propre sécurité. La réponse est vraiment très peu. Au niveau des limitations de vitesse, au niveau des permissions de tourner ou de ne pas tourner, etc., de stationner ou de ne pas stationner, chacun y va de sa confiance en lui et fréquemment franchit minimalement la ligne entre ce qui est adéquat et ce qui ne l'est pas. Ce que les navettes autonomes et les véhicules autonomes ne feront simplement pas du fait de leur programmation. Et donc, si on est en mesure de transmettre et de planter la graine que le bénéfice de la mobilité autonome, c'est le respect strict des règlements qui garantissent la sécurité des usagers de la route et que c'est en ça qu'il faut faire confiance à la machine, je pense que c'est une façon peut-être un peu plus collaborative d'aller chercher l'adhésion du grand public plutôt que de les voir s'inquiéter du fait qu'on veut leur enlever le volant de leur voiture parce qu'on ne veut plus qu'ils conduisent. C'est de cette manière-là en fait que moi je milite et que je fais mon évangélisation liée à la sécurité relative aux véhicules autonomes. Ça reste un très grand travail de sensibilisation aussi. C'est sûr que les gens qui nous écoutent là, en ce moment, Primaël, connaissent un peu plus les navettes autonomes, donc sont au courant de ces grands avantages. Mais là, après, est-ce que le reste de la population le sait entièrement ou pas? C'est une question qui se pose. Avant qu'on passe peut-être à un autre thème, j'aimerais juste rappeler aux gens, n'hésitez pas, comme je le disais au tout début, vous pouvez poser vos questions dans l'outil questions et réponses, là, puis on va essayer de se garder un maximum de temps à la fin du panel pour y répondre. Il y en a déjà une pour l'instant, là, on va y arriver sous peu. Avant ça, peut-être, Benjamin, là, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. On a parlé, oui, d'infrastructure, de sécurité routière. Donc, c'est des enjeux malgré tout concrets, voire même techniques. Par contre, quand on pense à des promoteurs de projets de navettes autonomes qui, au final, restent des précurseurs, donc qui vont rencontrer des défis que peu de gens ont rencontrés avant eux, clairement, de ton expérience, tu as vu ce côté de la médaille. Donc, c'est ça. J'aimerais bien t'entendre peut-être plus sur ce côté au niveau de la promotion des projets. Et quel soutien pourrait être fourni, par exemple, aux organismes qui veulent lancer des projets comme celui que vous avez au quartier d'innovation? Alors, le quartier d'innovation, sa qualité de développeur de projets innovants ne maîtrise pas de prime abord tous les champs d'expertise nécessaires au développement de notre outil de mobilité.
Pour autant, le quartier d'innovation est convaincu que les innovations technologiques de la ville intelligente pourraient être moteur d'amélioration du quotidien des citoyens et de leur santé. Par la mise en place et l'animation de la collaboration avec des acteurs privés, publics, universitaires et communautaires, l'organisation a démontré sa capacité à créer un collectif d'idéation qui permet de produire une réponse pertinente et technologique à une problématique de mobilité et à développer une expertise. Et de cette expertise ressort la nécessaire production d'une boîte à outils ou d'un guide pour l'idéation et la réalisation de projets de navettes autonomes. Actuellement, les étapes de mise en place d'un tel projet sont ponctuées de flou puis de défis technologiques, mais également de défis sociaux, juridiques et financiers. De cette pelote de laine emmêlée, il faut en tisser un guide pratique permettant d'accompagner et de stimuler le développement de tels projets. Donc, le quartier d'innovation souhaite à terme proposer une base de réflexion pour la production de ce guide. À cette fin, on a relevé, entre autres, les grandes catégories d'enjeux suivants, que sont l'idéation, les infrastructures, le financement ou la réglementation. Tout d'abord, l'idéation. Les navettes autonomes, au-delà de leurs enjeux technologiques, ont une vocation de déplacer l'humain. Donc, l'individu devrait être au centre de l'idéation de ces projets. L'implantation d'une navette autonome entraîne la définition d'un trajet et la mise en place d'arrêts qui nécessitent d'engager une réflexion portant, entre autres, sur l'impact du système de transport dans le contexte urbain et dans le contexte social, sur l'implantation des arrêts et la manière de donner vie à ces espaces, sur l'intégration des pratiques sociales dans le projet et dans le système de transport, etc., etc. Le trajet doit prendre également en compte l'ensemble des aspects de vie du quartier, le tissu économique, les activités récréatives et culturelles, l'offre communautaire, etc. Et l'ensemble de ces activités ont des horaires et des localisations dans l'espace qui nécessitent une coordination avec les horaires de la navette et la définition d'un trajet qui relie les points d'intérêt du quartier. Ces considérations-là ne sont qu'une fraction de la réflexion globale qui est à mener lors de la définition des trajets, des opportunités, des contraintes et des impacts sociaux et spatiaux de tels projets. Sur la question des infrastructures, je ne reviendrai pas, on en a déjà parlé précédemment. Sur la question du financement, le financement à court, moyen et long terme sont des enjeux majeurs pour la mise en place de projets pérennes. Et il faut rompre avec les effets dits pop-up ou projets ponctuels, avec des sources de financement qui sont durables pour la mise en place de réelles solutions de mobilité à long terme, afin de desservir les communautés qui sont en déficit de mobilité. Pour la question réglementaire, ça va faire un récit de la démarche administrative qu'on a eue. Je pense qu'on gagnerait à normaliser les procédures pour la mise en place de ces navettes et tout le monde gagnerait à cette normalisation. Et enfin, pour conclure, les navettes autonomes offrent des nouvelles opportunités pour déplacer les populations et nous devons par conséquent repenser notre manière d'aborder le développement d'un système de transport. Écoute, merci beaucoup, Benjamin. Primaël, là, vu que tu es conseiller pour le lieu, là-dessus aussi, je pense que ce serait très intéressant pour les gens de t'entendre avant qu'on passe au prochain thème. Là, je vois le temps filer. Il nous reste déjà seulement presque 10 minutes. Alors oui, effectivement, du côté du LUM, nous sommes évidemment des promoteurs de ce type de projet-là. Nous avons vocation à réaliser ce genre d'expérimentation-là. Et donc, je dirais même, avant de discuter de tout ce qui est des mécanismes qui soutiennent la mise en place de ces projets-là, moi, je pars du fondement, en fait. Quel est le bien fondé de ces projets expérimentaux-là? Quel est le réel besoin derrière le déploiement de ces véhicules-là et de ces navettes-là. Moi, je crois fermement que les navettes autonomes sont un outil de mobilité, comme il en existe plusieurs, et j'aimerais juste tirer le meilleur profit, le meilleur bénéfice de ce qu'elles ont à apporter. Donc, nous avons appris, dans le cadre des dernières expérimentations, quelles sont leurs opportunités, quelles sont leurs limites, et donc dans quels environnements est-ce qu'elles fonctionnent bien et pour quel type de besoin. Ça, c'est une avancée très importante, je pense. Et donc, sur la base de ça, avant même d'initier des nouveaux projets et de réfléchir aux mécanismes de soutien, il faut comprendre à quoi est-ce que les navettes autonomes, à quoi est-ce qu'elles servent vraiment, dans quel contexte circulatoire elles ont du sens, et comprendre de la sorte quelles sont les fonctions qu'elles servent bien. Si ça se trouve, d'autres véhicules dans le spectre des véhicules autonomes peuvent servir d'autres types de besoins citoyens. On s'est par exemple rendu compte que ces navettes autonomes-là qui circulent à basse vitesse dans un contexte circulatoire qui est très dense, qui est très intense, qui est très rapide, avec des véhicules qui roulent vite, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil.
Et donc, peut-être qu'elles auraient vocation à être mieux utilisées, je ne sais pas, dans un environnement où la circulation est plus tranquille, est moins rapide, est moins, je dirais, est moins aléatoire. Et donc, je pense que la construction et la mise en place de ces types de projets-là dépend fondamentalement du besoin initial, du bon contexte aussi. Et à partir de là, je pense que les mécaniques, selon la manière dont on justifie ce projet et ce besoin, par la suite, les mécanismes dont Benjamin vient de parler peuvent effectivement être activés une fois qu'on a bel et bien justifié que c'est le bon outil pour le bon contexte. C'est la petite nuance que j'aimerais apporter par rapport au point amené par Benjamin. Écoute, très bien. Et puis, peut-être là, un dernier sujet qu'on aurait le temps d'aborder dans le temps restant, là, et c'est un sujet qui, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, souvent on me soulève, c'est la fameuse question de la résilience. Là. Donc, la résilience des projets de navettes autonomes face à différentes perturbations. Donc, je pense que ce qui vient en tête à tout le monde au moment où je suis en train de dire ça, forcément, c'est la pandémie, la COVID, qui vient mettre des bâtons dans les roues, là, sans jeu de mots, à différents projets de navettes autonomes. Mais on peut aussi penser à des perturbations plus courantes, à la limite plus mineures. Donc, je peux parler d'entraves à la circulation, de travaux. On sait qu'à Montréal, par exemple, il y en a beaucoup, même des questions de météo. Ça fait d'ailleurs le lien avec une des questions qui nous est posée donc sur la question de la perturbation par rapport à la COVID. Je vous propose, si un de vous trois, vous voulez intervenir sur cette question, donc à savoir comment est-ce que la COVID impacte de futurs projets de navettes autonomes. Est-ce que ça les remet en question? Est-ce que ça les rend obsolètes? Et je pense que c'est une question qui se pose autant sur le transport en commun que les navettes autonomes. Écoute, peut-être Primaël, tu veux commencer sur ce point plus général de la COVID, puis Benjamin, je suis sûr que tu as des choses à dire sur les autres perturbations qu'on peut imaginer. Oui, volontiers. Alors, sur la question de la COVID, alors, je ne vous cache pas que du côté du LUM, nous avions des projets prévus pour cette année qui, justement, à cause de la pandémie, ont dû être remis à l'année prochaine en espérant, je dirais, une situation globale plus clémente. Alors, ce que moi je trouve intéressant dans un cas comme celui-ci, c'est que moi je considère la COVID comme étant, pour prendre cet exemple-ci particulier, je considère ça comme étant une opportunité justement de repenser l'utilisation qu'on peut faire de ces navettes-là. Certains territoires, certaines municipalités ou certaines institutions ont utilisé des navettes autonomes pour du transport de marchandises, pour du transport alimentaire, dans les zones justement affectées par la pandémie, ou également du transport de matériel médical ou de protection personnelle. Donc, après, c'est un réceptacle effectivement qu'une fois programmé et une fois configuré, peut servir à transporter soit des personnes, soit du matériel. Donc, c'est un des usages qu'on peut avoir à l'esprit lorsqu'on réfléchit à cela. Après, la question de la résilience se pose également du côté des constructeurs, car c'est une opportunité pour eux également de voir comment est-ce que ce produit peut être raffiné ou peut-être repensé de manière justement à suppléer ou à supplanter l'humain dans les cas comme ça. Je pense au cas de figure, je pense à la Société de transport de Montréal qui, par exemple, s'est retrouvée dans le courant de la pandémie à avoir un double défi. Le premier étant d'assurer sa mission de transport public et dans le respect de la santé des passagers et en même temps dans le respect de la santé de leurs conducteurs et de leurs opérateurs de bus. Donc, lorsqu'on est une société de transport ou un opérateur de transport collectif et qu'on doit à la fois transporter les gens en sécurité et en santé et également faire attention au personnel qui travaille pour nous et faire attention à leur santé et à leur sécurité aussi, c'est là qu'on réfléchit à comment est-ce que l'automatisation de la conduite peut justement régler une partie de ce problème-là et puis par la suite éventuellement aider à juguler l'autre partie du problème. Donc, moi, je considère ça comme une période de test exceptionnelle justement pour voir comment est-ce qu'on peut repenser ces projets-là, comme justement nous sommes en train de le faire au LUM en ce moment, pour proposer d'ici à 2021 des projets qui sont tout aussi innovants et porteurs d'apprentissage sans pour autant être complètement freinés par l'impact de la pandémie comme la Covid ou bien par d'autres aspects qui peuvent advenir, quoi. Et Benjamin, peut-être veux-tu prendre la balle au bon, puis là, parler de ta vision par rapport aux perturbations, par rapport à la résilience des projets de navettes autonomes, en complément de ce que Primaël vient de dire, peut-être sur les autres thèmes que la COVID. Oui, il y a de nombreuses discussions et des recherches sur l'intégration des perturbations potentielles qui doivent être menées à chaque étape du projet, et ce, de
des étapes d'idéation jusqu'au post-mortem du projet. La résilience doit porter sur le projet en lui-même, mais également sur son interaction avec la population et avec le contexte urbain. Également, la résilience est un concept qui est pluriel et qui s'applique à de nombreux champs scientifiques, tels que la psychologie, l'architecture, l'alimentation, les études urbaines, etc. Et il est important de ne pas négliger l'un de ces champs dans les études qui sont à mener. De nombreux enjeux sont connus et peuvent être incorporés dans le cahier des charges des projets dès les balbutiements, tels que les entraves de la voirie, les inondations, les ruptures de canalisation, etc., qui sont des enjeux connus et récurrents dans le contexte montréalais. Par exemple, dans le cadre du projet du quartier d'innovation, on a pré-mappé des sous-trajets à l'intérieur de la navette, ce qui permet à la navette de pouvoir continuer à fonctionner sur un service partiel en cas d'entrave du trajet. Ça évite en fait de devoir retirer la navette du site. Également, comme ça a été dit, il y a des chocs qui peuvent arriver et qui sont non prévisibles, comme la COVID. Et ces perturbations non anticipées doivent permettre d'apprendre et de produire de nouvelles expériences afin d'accroître la capacité des projets à absorber les futurs chocs. Au QI, on réfléchit par exemple aux utilités des navettes autonomes comme Primel le fait au LUM. Et on a par exemple un questionnaire qui est en cours à la Petite Bourgogne pour justement comprendre quels sont les nouveaux besoins qui ont été engendrés par la COVID et qui pourront être intégrés dans l'évolution du projet. Et aussi, je terminerai avec l'idée qui pour moi est extrêmement importante, que les projets ne doivent pas avoir peur de l'audace et de l'échec. Et que c'est par l'audace et par l'échec qu'on devient de plus en plus résilient. Merci beaucoup, Benjamin. Puis, c'est ça, tout à fait. Et donc, toujours dans le cadre de quelles sont les grandes étapes à mener pour que les navettes autonomes soient plus présentes dans la mobilité d'aujourd'hui. Et dans ce cas-ci, très précis, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ces projets plus résilients. Une autre question du public, dans le fond, c'est sur la question de l'acceptation par les usagers, mais aussi l'interaction avec les usagers des navettes autonomes. Quelles sont, selon les panélistes, vous trois, les principales étapes pour la bonifier, cette fameuse acceptation? Je ne sais pas si un de vous trois aurait des choses à dire là-dessus. Peut-être Nicolas? Oui. Je pense qu'elle est assez bonne, on l'a vu là. Marie-Soleil, je pense, Cloutier en parlait hier. Différents sondages, puis les opérateurs là, qui participaient au premier panel faisaient part qu'il y a plusieurs projets quand même pérennes qui sont déployés dans le monde entier. Donc, je pense que dans le bon contexte, ces véhicules-là ont leur place et donc sont assez bien acceptés. On a, là aussi, de façon peut-être plus anecdotique, mais on entend très souvent qu'une fois qu'on l'a testé une première fois, la curiosité passe, on continue à s'en servir quand ça nous répond bien aux besoins. Il n'y a pas vraiment d'enjeu particulier. C'est peut-être un petit peu toujours pourquoi moi je suis un petit peu, pas sceptique, mais en tout cas, il faut remettre à leur place les différentes études qu'on peut lire sur l'acceptabilité de ces véhicules. Quand on pose ces questions-là, on pose souvent ces questions à des gens qui n'ont pas d'expérience personnelle d'utiliser ces véhicules. Donc, il faut faire très attention. Je m'amuse toujours souvent à faire un parallèle avec les téléphones intelligents. Lorsque Steve Jobs présente l'iPhone, moi je me rappelle, je dis, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi je voudrais un téléphone qui fait ça? Mon téléphone fonctionne très bien et la majeure partie de la population a répondu la même chose. 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard seulement, la moitié de la population avait un appareil équivalent dans sa poche. Donc, il faut vraiment expérimenter des technologies aussi nouvelles, aussi différentes de ce qui existe. Et puis là, je parle de la navette et des autres véhicules qui s'en viennent pour être capable d'avoir une opinion. Donc, je pense que pour finir, ces pilotes sont importants pour ça aussi, pour démystifier, pour nous aussi qu'on comprenne mieux. Puis je pense qu'il faut démystifier pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le grand public, c'est aussi pour les décideurs, pour les différentes autorités qui accueillent, qui réglementent et qui gèrent ces technologies. Mais voilà, c'est un processus progressif là et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je ne m'inquiète pas forcément trop tant qu'on fait ces petits pas et qu'on présente ces technologies au fur et à mesure. Merci beaucoup, Nicolas. Puis tout à fait, ça reste malgré tout, quand on voit une navette autonome circuler, impressionnant. Est-ce qu'il y a 20, il y a 30 ans, les gens auraient pu imaginer ça? On ne sait pas, mais ce qui pourrait avoir lieu dans une autre décennie ou deux, ça reste prometteur. Donc, il est déjà 14 heures, c'est ce qui mettrait fin à notre panel. Si vous me donnez juste un instant, je vais juste partager ici mon écran.
Donc, avant tout, évidemment, merci à tous les gens qui ont assisté au panel. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Vraiment, l'objectif du forum, je le rappelle, c'est de transmettre aux gens de l'écosystème un peu les apprentissages des différentes parties prenantes qui touchent de près ou de loin au projet de navette autonome, ce qui a été le cas de nos 3 panélistes aujourd'hui. Et donc, également, voilà, merci aux panélistes pour votre temps aujourd'hui, votre contribution un peu à toutes ces réflexions-là. J'inviterai donc tous les participants là, à revenir dès 14h30. Là. Il reste le dernier panel, ou du moins la dernière conférence du Forum sur les navettes autonomes. Donc, une conférence donnée par le professeur Denis Gingras de l'Université de Sherbrooke. Donc, voilà, encore une fois, merci à tout le monde, puis on se revoit dès 14h30.